super. Donc bonjour à tous et à toutes, je vous remercie d'être venus et d'être présents ici ce soir. C'est la première table ronde organisée cette année par le journal interuniversitaire La Gazelle. Donc pour présenter brièvement pour celles et ceux qui ne connaissent pas le journal, donc c'est un journal parisien avec Sorbonne Nouvelle, Sorbonne Université et Paris Panthéon-Sorbonne, qui a été fondé en janvier 2015. Il paraît tous les 3 mois environ. Le dernier thème qu'on a publié, c'est ce numéro sur le thème secret. Donc il y en a un peu partout dans la salle. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et c'est un journal d'idées et de réflexion par et pour les étudiants et étudiantes avec plusieurs rubriques imprimées en A3. Et il est possible d'acheter dès maintenant dans 2 librairies, la librairie de la Libre Pensée et The Abbey Bookshop dans le 5e. Donc pour cette deuxième conférence, on a décidé d'avoir pour thème les maisons d'édition et les jeunes auteurs-autrices. Et je laisse la parole à Anna. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons avec nous 4 intervenantes des milieux de l'édition. Autour de cette table se trouve Blanche Sarkiguini, responsable des collections Folio Classique et Fommetal chez Gallimard. Bonsoir. Noël Melmagroglu, directrice générale des éditions Hermann. C'est moi. Karine Dupéret, directrice générale de la maison Les Imprimeurs. Et Ophélie Roch, autrice de Black Mesa, que vous pouvez voir juste là. Voilà, donc la conférence est avant tout concentrée vers les personnes qui se destinent au métier des maisons de l'édition ou au métier de l'écriture. Donc il s'agit de faire une présentation, il ne s'agit pas de faire une présentation pure et magistrale, mais bien de montrer un maximum les expériences des intervenantes, avec des anecdotes par exemple. Vous, le public, êtes invité à prendre la parole au cours du discours afin de poser vos questions. Nous allons donc commencer par vous laisser vous présenter et présenter votre maison d'édition ou votre livre pour votre livre. Dans le sens que vous voulez. Allez, on commence par le dire. Bonjour, donc je me présente, donc moi je suis Ophélie Roch, donc je suis professeure en banlieue, au collège et lycée. Et il y a quelques années, mais alors le hasard a foutu que j'avais décidé d'écrire un petit livre. C'est une présentation brève ou pas? Non, mais c'est pour pas déborder. En fait, je sais pas si on se présente chacun, après on rentre dans le détail. Voilà, ok. Bon bah, en gros, j'ai publié donc ce livre grâce à Noël Melmagroglu qui a eu la gentillesse déjà d'ouvrir le mail que je lui ai envoyé et en plus visiblement d'accepter de le publier. Je reviendrai en détail un peu après dessus. Et là, il y aura prochainement un livre sur l'école qui va sortir en mars aux éditions des Presses de la Cité. Cette fois-ci, plutôt une sorte de recueil un petit peu sur l'école, un regard d'un professeur qui ne soit pas un regard moralisant. En fait. Je ne voulais pas quelque chose qui dit c'est bien, c'est mal, mais plutôt une expérience, un partage d'expérience. Donc moi je suis Noël Melmagroglu, aujourd'hui je dirige les éditions Hermann, mais pas depuis si longtemps, depuis février dernier. Et j'ai un passé universitaire parce que j'ai un doctorat de philo, et qui date d'il y a très très longtemps, parce que je suis plus vieille que tout le monde, hein, je crois. Et puis j'ai fait un long parcours dans l'édition, je ne voulais pas enseigner, donc à la fin de ma thèse, un peu par hasard, parce qu'on m'avait dit que c'était sympa l'édition, que ça pourrait me plaire. J'ai pris la maison d'édition la plus proche de chez moi parce que j'avais un petit garçon et je ne voulais pas que ce soit trop loin de la crèche. Je suis arrivée chez Flammarion, je suis restée 15 ans chez Flammarion où j'ai dirigé les éditions Artaud, où j'ai dirigé le pôle poche. Avant de diriger, j'ai été stagiaire, assistante, je vous raconterai tout ça s'il y en a qui se destinent au métier de l'édition. Après, j'ai dirigé le pôle poche de Flammarion, donc c'était GF, Étonnant Classique, Jean Flammarion, Librio. Après, j'ai été chassée, je suis partie chez Fayard développer la non-fiction plus grand public que ce que faisait Fayard à l'époque, avec un spectre très large qui allait de Maître Gims à Charles Pasqua. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Charles Pasqua parmi vous, c'est un ancien ministre de l'Intérieur. Maître Gims, il n'est pas un peu dépassé. Non, si vous écoutez encore Maître Gims.
Non, hein, enfin, je crois que vous l'avez jamais écouté d'ailleurs, mais... Si, Belmondo, vous connaissez. Et donc un spectre assez large. Et puis après, je suis partie diriger les éditions du Cherche Midi, où donc tout à coup, je faisais de la non-fiction. La non-fiction, c'est tout ce qui n'est pas de la fiction. Mais aussi de la LIT grand public ou de la blanche. Donc la blanche, c'est la littérature que vous achetez au moment des prix littéraires, qui est censée être plus littéraire que... Mais ça, je pense, il faut avoir des éclaircissements sur le sujet. Et puis après, rejoignant une amie chère, je suis arrivée chez Robert Laffont, où je faisais aussi de tout, sauf du bricolage. Et un jour, j'ai reçu, parmi beaucoup de mails, un mail d'une jeune femme qui s'appelait Ophélie Roch. Je me suis dit, c'est un super pseudo. Et je ne sais même pas pourquoi je vous ai reçu ce mail, parce que je l'avais fait un truc un peu agressif. Vous avez fait un truc un peu agressif. C'est un conseil que je vous donne, mais je me suis dit, comme je ne suis pas connue, si je fais un truc plan-plan, chère madame, veuillez s'il vous plaît, personne ne va lire. Par contre, je fais, c'est une histoire, il y a des cactus, des cow-boys, vas-y, ouvre quoi. C'est ça, c'était sans doute ça. Donc, et donc parfois, j'ai ouvert. Ça peut marcher, si, voilà, il faut avoir de la chance aussi, on peut tomber sur quelqu'un, ça passe pas, mais parfois ça peut passer aussi. Ouais. Et je me suis dit, un western, mais c'est une excellente idée, parce qu'à part un western que vous devez bien connaître, peut-être tu pourras parler. C'est pas un genre qui est extrêmement répandu dans la littérature, et puis j'ai adoré ce texte, et puis on pourra voir raconter après. Et puis, donc il y a quelques mois, j'ai quitté l'édition grand public pour revenir à mes premiers amours, et surtout sortir des groupes d'édition, et pour plein d'autres raisons, pour rejoindre les éditions Hermann. Et donc faire essentiellement de la philo, de la psychanalyse, des sciences sociales, et tout ça. Et peut-être publier vos thèses pour celles qui font des thèses, mais seulement si elles sont brillantes. Bonsoir, donc je suis Karine Dupéret. On a fondé avec mon associé les éditions L'Imprimerie il y a une douzaine d'années de ça à peu près. Je viens pas du domaine de l'édition, moi je viens du domaine de la photographie historiquement. On a décidé de créer cette maison d'édition. On s'est rencontrés dans un master en reprise d'études, en reconversion multimédia. Et mon associé venait du Beaulieu. Quand on a fait cette formation, c'est l'année de la sortie de l'iPad à l'époque. Et en fait, notre ambition en créant cette maison d'édition, c'était de pouvoir adapter des textes. On a commencé par des classiques. Mais l'idée, c'était d'avoir des propositions de textes animés, enrichis, sonorisés, pas uniquement sous forme de film, mais avec la possibilité d'accéder à du texte original, mais avec ce que propose le numérique sur tablette. Et donc, on a créé la société sur ce projet. Elle a depuis beaucoup évolué. On fait moins de projets de ce type, parce qu'en fait ça trouve assez peu de public, de façon très transparente. En fait, c'est quelque chose d'assez peu lu. Il y a un marché qui se développe pas spécifiquement ces contenus-là. Et dorénavant, on a une activité beaucoup plus orientée sur l'utilisation du numérique, plutôt sur des outils type site internet, smartphone, en mobilité. Et on travaille sur beaucoup de projets européens autour de l'acquisition de la lecture, en tout cas de cette notion de comment accéder à un texte quand on en est empêché pour plein de raisons, qui peuvent être des raisons médicales, des raisons culturelles, des raisons de déplacement, de migration. En tout cas, comment on accède à une culture et à un texte, et comment les outils numériques nous permettent de favoriser l'accessibilité d'un texte. Donc c'est dorénavant principalement notre activité. Blanche Serpiglini, donc je travaille depuis 15 ans chez Gallimard. Comme vous, j'ai gravi tous les échelons depuis le poste de stagiaire en passant par le poste d'assistante juste à ce poste de responsable des collections de littérature classique en folio, en poche. Ça c'est très important, on y reviendra. Vendre des livres à moins de 10 €, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, pour mettre ces grands textes du patrimoine en langue française et en langue étrangère à la portée de tous. Et puis, ce qui me tient à cœur aussi, c'est de désacraliser le rapport
qu'on peut avoir à ces œuvres du passé, parfois qui nous effraient ou qui nous ont été mal transmis par l'école, voire par l'université. Donc de casser les codes et de remettre les classiques au goût du jour et de montrer leur actualité. Et en parallèle, je suis également enseignante, maître de conférences associée au master édition, le master CREM, création éditoriale multisupport de Sorbonne Université. Merci à toutes pour ces présentations. Donc, je reprends la main. Première question simple et assez générique pour se lancer, mais comment pourriez-vous définir le rôle d'une maison d'édition ? Non, très rapidement, une maison d'édition. Dans maison d'édition, il y a maison. Ça, c'est très important. Le terme maison revient à la mode. On parle de maison de couture, on parle de maison dans l'univers du luxe. Maison, il y a même des boulangeries, maison Kaiser. Je crois qu'aux États-Unis, à New York, c'est maison Kaiser, pas Kaiser la boulangerie. Ça, c'est très important. L'idée d'un cocon. L'idée que l'éditeur est là pour chérir ces auteurs. D'abord, la fonction première de l'éditeur, c'est la découverte, le rôle de découvreur, de défricheur éventuellement, et puis ensuite de s'occuper. Et c'est de ça que l'on va parler dans l'heure qui vient. Qu'est-ce que ça signifie que de s'occuper d'un auteur, d'un texte, d'améliorer le texte, de faire en sorte qu'il corresponde à la ligne éditoriale. On va aussi définir cette expression de la maison. Donc la maison, c'est un regroupement de personnes plus ou moins nombreuses. On peut n'être que deux, ou vous avez parlé de groupes, ça c'est très important. Vous avez évoqué l'idée de sortir de la logique des groupes, ça c'est vraiment un gros enjeu actuel. Là, on a vraiment dans ce panel que nous incarnons la représentation de maisons indépendantes et de maisons qui font partie de groupes. Donc on pourra tout à fait parler de cette question des actionnaires, des financeurs. Est-ce que les personnes qui financent influent sur la politique éditoriale ? Voilà, ça on pourra y revenir. Et voilà, je n'en dis pas plus sur la notion de maison d'édition. C'est un peu agaçant vu qu'on a qu'un seul micro. Ouais. Mais en fait, comment est-ce que vous décrivez les différences entre les maisons d'édition? Quelle est l'expérience en fait que vous décrivez tout de suite? Donc vous pouvez en fait, une maison d'édition, c'est une maison effectivement. Après, c'est la question. Heidegger demandait à partir de combien de livres on faisait une bibliothèque. Donc, à partir de combien de pièces on fait une maison? Est-ce qu'une seule pièce ou une seule personne, ça fait une famille? Bon, globalement, une maison d'édition avec une seule personne, ça se passe moins bien que quand c'est une équipe. Ici, j'ai 2 membres de mon équipe. Donc effectivement, la notion de maison revient au goût du jour. Parfois, c'est un peu marquette quand même, parce que l'édition, c'est pas une démocratie participative, et il faut quand même qu'à un moment ou un autre, il y ait quelqu'un qui prenne une décision. Et la décision première, c'est de dire oui ou non. Et donc j'arrive à la question. Oui ou non par rapport à quoi? Et la spécificité ou l'identité d'une maison d'édition, elle tient à la ligne éditoriale qui a été décidée à un moment ou un autre et qui, bien évidemment, peut évoluer. Donc il y a quelques maisons générales ou généralistes qui font de tout, qui font de la fiction et de la non-fiction. Donc je rappelle, la fiction, c'est du roman. La non-fiction, c'est tout ce qui n'est pas du roman. Donc, à l'intérieur de la non-fiction, on peut avoir du pratique, on peut avoir des essais, on peut avoir du parascolaire, on peut avoir du doc. Et puis, il y a quand même pas mal de maisons. Donc ça, c'est les grosses maisons, parce qu'il faut... Les grosses maisons, surtout à l'intérieur des groupes, décident que toi, tu es le spécialiste du roman français, toi, tu es le spécialiste de la littérature étrangère. Parce que là aussi, quand tout ce qui est littérature étrangère ou même non-fiction étrangère, c'est un métier qui est un peu différent, qui est moins d'accoucher un auteur ou de trouver un auteur ou de trouver un sujet que d'acquérir des droits. Un peu comme le Poche, où il s'agit d'acquérir des droits pour avoir le droit de publier. Donc pour le Poche, on acquiert des droits d'un grand format pour pouvoir le passer en poche. Par exemple, le livre d'Ophélie qui existait en grand format, il est passé ensuite chez Pocket. Est-ce que j'ai cédé les droits de grand format à Pocket? Donc Pocket a acquis les droits, moyennant des sous, répartis entre la maison d'édition et l'auteur, pour avoir le droit que ça existe en poche après. Et quand on publie de la littérature étrangère,
un auteur, je crois que vous disiez là à l'instant, un auteur étranger, voilà, Jim Harrison, eh bien, Flammarion, si c'est un titre de Flammarion à l'origine, a acquis les droits de Jim Harrison auprès de l'éditeur américain pour avoir le droit d'en faire une édition française et ensuite de le céder à 10-18, qui est une maison de poche. Voilà. Donc ça, c'est un peu les différentes identités des maisons d'édition, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc les maisons générales qui sont assez grosses, équipées de pas mal d'éditeurs, elles font plein de choses, voire de tout. Et puis il y a des maisons qui se disent, je vais pas faire de tout parce que le bricolage je m'en fous, ou parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et donc nous, on va se spécialiser en littérature étrangère, ou on va se spécialiser en littérature française, par exemple le POL ou les éditions de minuit, pour citer deux maisons du groupe Gallimard, groupe Gallimard, ou Fayard, où j'ai officié jadis et qui est en train vraiment de changer de ligne éditoriale, mais a longtemps été particulièrement spécialisée en histoire, était plus une maison de non-fiction, même s'il y avait un peu de littérature étrangère et française. Et en vrai, tout ça est très lié aux gens. C'est ce qu'on voit justement sur l'évolution spectaculaire de certaines maisons actuellement. Donc à un moment, quand un éditeur, le patron ou un éditeur important dans une maison s'en va, l'éditeur au sens, pas maison, mais au sens personne physique, s'en va, et ben ça peut changer complètement la ligne éditoriale et l'identité de la maison. Pardon, je suis très longue. Oui, j'avais une question, mais du coup, quand nous on a écrit un livre, un texte, peu importe, comment nous on sait dans quelle ligne éditoriale on est, pour savoir à qui adresser notre livre en fait. Alors, un petit tips. La meilleure façon, mais Ophélie pourrait répondre aussi. Moi, ce que je vous conseille, quand vous avez écrit quelque chose, c'est d'abord de vous demander, est-ce que c'est de la fiction, est-ce que c'est de la non-fiction? De la fiction. Bon, voilà, c'est de la fiction. Et bien ensuite, c'est de la fiction française ou étrangère? Française. Eh bien, c'est d'aller en librairie, de regarder une chouette librairie ou une librairie où il y a quand même pas mal de choses, et de se dire, moi je me sens proche de quoi? Mon texte, il ressemble à quoi? Parce que moi, comme éditrice, quand je m'occupais des éditions Artaud, donc littérature de voyage, et je recevais des bouquins sur les bébés chats, je dois avouer qu'au bout d'un moment, il m'arrivait les jours de pluie d'être un peu tendue. C'est-à-dire que, autant, c'est vrai que les éditeurs, ils sont rudes parce qu'ils répondent pas ou ils envoient souvent des réponses types, mais les impétrants, les aspirants auteurs, s'il n'y a pas le respect d'avoir regardé un peu à qui on s'adresse, c'est pénible aussi. Et cette démarche-là, voire de discuter avec quelqu'un qui vous a lu, ou de discuter avec un libraire, elle est fondamentale. C'est de se dire, voilà, moi je m'inscris là. Si on peut se sentir... Alors après, il faut se renseigner aussi, il y a des maisons, pour y arriver c'est hyper compliqué, mais ça c'est une autre question que celle que vous posez. Déjà, savoir où on se sentirait bien, où on se verrait bien. Pour commencer, c'est ça. Tiens, moi je me verrais bien chez POL, c'est pas moi je me verrais bien chez HarperCollins. Ou tiens, moi je me verrais bien en blanche chez Gallimard, c'est pas je me verrais bien. Ok. Par exemple, on se dire, moi je me verrais bien chez Pocket. Non, parce qu'en fait Pocket ils font pas d'inédit. Pocket c'est du poche, c'est la seconde vie du livre. Pardon, je rebondis, c'est tout simplement l'idée qu'avant d'être auteur, on est lecteur. C'est exactement ça. C'est-à-dire, vous essayez de déterminer dans quelle ligne littéraire, intellectuelle se situe votre manuscrit. Et ça, c'est très difficile d'avoir ce recul critique. Et c'est exactement à quoi nous servons, nous, éditrices. C'est nous qui vous apportons ce recul critique sur votre manuscrit. Mais vous, déjà, en tant que lectrice, il faut pouvoir vous dire, là, il me semble que mon manuscrit ressemble à tel ou tel livre que j'apprécie. Où sont publiés ces livres? Et ben voilà, et vous ciblez comme ça. Et ne pas hésiter cependant à être un peu disruptif, ne pas hésiter à être un peu foufou aussi, parce qu'on n'est
pas à l'abri d'une bonne surprise, et dans ce cas-là, c'est en qui j'aurai confiance. Et vous, Ophélie, comment ça s'est passé? En fait, la vie est jamais simple. Moi, j'ai eu l'adresse de Noël parce que j'ai fait l'école du Louvre et j'avais rencontré à l'époque, je m'étais destinée à travailler dans les maisons de vente et j'avais, au cours d'une vente, rencontré un ambassadeur qui, en même temps que de vendre ses œuvres, avait décidé de faire un livre sur ses mémoires. Mais c'était des mémoires un peu approximatives puisqu'il disait qu'il couchait avec Winnie Mandela. Donc il me demande, voilà, j'ai une éditrice, mais elle m'a demandé de reformuler le manuscrit. Je dis, toi, tu as l'air doué avec les mots, est-ce que tu veux m'aider? Bon, moi, à l'époque, c'était 400 balles, tu vois, je croyais que c'était énorme. Donc j'ai dit oui, donc je refais son manuscrit quasiment, en sachant qu'il fallait tout refondre et qu'en fait, je pouvais juste apporter des touches de couleur, mais je ne pouvais pas tout changer. Et alors bien sûr, le manuscrit, donc je l'ai refait comme j'ai pu. Il a envoyé la version et il a eu la bêtise, mais pour moi c'était une grande chance, enfin une bêtise non, ça ne lui a rien coûté, de me mettre en pièce jointe. Et en copie, ouais. Donc j'ai eu le mail de Noël en copie. Et donc mon refus, sans doute, aussi. Oui, C'était en copie du oui. refus. Ouais, mais c'était pas le mien, tu vois. Mais je lui avais dit, je fais check. Donc, de toute façon, c'était sûr. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que tripatouiller dans le texte de quelqu'un d'autre, mais vraiment, c'est-à-dire, j'ai quand même passé du temps, je me suis dit, mais c'est vachement classe, en fait, c'est cool, c'est sympa, tu peux faire une ambiance avec un mot, c'est trop bien, en fait, c'est ça que je veux faire. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je ne connais pas comme littérature? Et en effet, c'est important de connaître les collections. J'ai vu un livre dans une collection qui s'appelle Gallmeister, un western, j'en ai lu un, ça m'avait bien plu, et puis je me suis dit, on n'en fait pas en France, et puis moi, j'ai pas envie d'écrire un roman qui parle de ma vie, ou un roman qui parle de ce qui se passait en France. Enfin, moi, voilà, je pense que c'est pas forcément ça qui me correspond. J'ai un vocabulaire qui peut être assez précieux, j'avais envie de me salir un peu les mains, et je me suis dit, faisons un western en fait, et puis... Parce que tu écrivais de la poésie. Ouais, j'écrivais de la poésie, mais type vraiment mal armé, quoi. Donc c'était publié dans 2-3 revues, c'était compris par personne. Enfin, à un moment, je me suis dit, c'est peut-être si j'ai envie d'être lu, il faut peut-être écrire des choses. Et puis, je pense que j'ai écrit ça, mais au départ, vraiment un chapitre toutes les semaines, coupé de un mois où je faisais rien, et puis, tiens, je reprends. Et puis après, une fois que j'ai eu une version qui me semblait pas mal, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire je ne serai jamais lu, je ne serai jamais publié, donc je l'envoie à personne. Et donc du coup, pendant 9 mois, c'est resté un peu dans une clé USB, et puis un jour, je me suis dit, t'es un peu con, t'as même pas essayé, en fait, c'est un peu nul comme réaction. Et j'ai ressorti le mail de Noël, et j'ai eu un truc de dingue, parce que j'ai envoyé le mail un peu agressif, genre avec des cactus en emoji. Mettez des emojis, je vous jure, ça fonctionne en fait. Et j'ai mis des petits cactus, un petit chapeau de cow-boy, genre... T'as fait ça? Ouais, il y avait cactus. T'as vu ça? Ne faites pas ça. Faites-le, elle n'ose pas le dire, parce qu'elle... Mais en gros, j'avais fait ça en disant, bon, de toute façon... Et j'ai eu la réponse 5 minutes après, oui, je vais vous lire. Mais tout de suite. Hein. Et puis après, j'ai eu une autre réponse une semaine après. Et après, c'est un travail de proposer un texte à quelqu'un. C'est émouvant, parce qu'après, il y a un long travail de réécriture, on en parlera peut-être tout à l'heure. En sachant qu'un éditeur, faites attention aussi sur une chose, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans la reformulation de votre texte. C'est pas quelqu'un qui doit changer votre style, c'est-à-dire que vous avez un style, le rôle de l'éditeur, c'est de l'améliorer en disant, attends, là, surtout un premier ouvrage, on est encore un peu naïf, on en fait trop. Enfin, moi, le style, je pense que c'est très poétique, la première version de Black Mesa. Alors, c'est très bien, ça peut montrer aux gens ce que vous avez en vous, et après, on reformate. Mais le style d'un éditeur, c'est pas de vous changer. Si l'éditeur dit, je n'aime rien, il faut tout réécrire de zéro, c'est clairement, vous n'en avez pas trouvé un, dites non. Le problème, c'était pas le style, c'était la construction, et il y avait une première partie, donc moi j'ouvre son fichier, je me dis un western, non mais... Et trop bien. Mais bon, regardons, et je suis vraiment marquée par l'écriture. Je me dis, mais cette fille, elle a vraiment quelque chose. Et une écriture qui contrastait beaucoup justement avec l'objet, enfin l'objet au sens philosophique, et puis toute la première partie était formidable, donc c'était pas du tout une question de reformulation, mais il y avait un problème dans l'histoire,
C'est-à-dire qu'un style tellement mature, en fait, qu'il ne faut pas s'écouter écrire, et c'est à ça que sert un éditeur, c'est de dire, écoute, c'est vraiment très très beau, mais là, tu m'as perdu. Votre éditeur, c'est votre premier lecteur. Donc c'est quelqu'un qui a juste plus lu que les autres. Et donc il y avait un problème dans l'histoire et un problème de la construction. Donc ensuite, on a essentiellement travaillé là-dessus, et puis après, il y a le travail de ligne à ligne. Mais Ophélie a raison. Un éditeur démiurgique ou qui se prend pour un marionnettiste, ou pire, qui a l'intention d'écrire à votre place, parce qu'en fait il écrirait bien des bouquins, mais il n'ose pas, ou il se fait refuser ses manuscrits, et bien ça c'est vraiment terrible. Moi j'écris pas, j'écrivis, mais je n'écris pas parce que je pense que je peux pas me mettre, ce que vous en pensez, mais voilà, tant que je publie, j'écris pas. Je suis éditrice, je peux pas me mettre sur le même plan que mes auteurs qui se dépoilent complètement. Un auteur qui vous envoie un texte, c'est avec ses fautes d'orthographe, c'est parfois avec des histoires très personnelles. Il vous accorde une confiance, que ce soit en fiction ou sur une thèse de philo. C'est terrible. Il se met à nu aussi sur la faiblesse du concept, sur son ego. Donc voilà. Oui, alors nous c'est un peu différent, on publie de la jeunesse, donc on fait du livre illustré pour enfants, ce qui fait qu'on travaille à la fois avec des auteurs et des illustrateurs. Alors les textes sont plus courts, on peut en lire beaucoup plus dans la journée. S'adresser à une cible jeunesse, c'est un peu différent. Les maisons d'édition jeunesse, on a aussi une économie qui est un peu différente parce que le print est plus cher, donc on a aussi la notion de vente de droits, achat-vente de droits est importante dans notre économie. Et on doit faire avec 2 personnes systématiquement sur un titre qui doivent s'entendre, qui doivent s'accorder. On a parfois des projets qui arrivent en commun. Moi j'aime beaucoup les projets qui arrivent en commun. En fait j'aime bien quand le travail de connivence est déjà réalisé en amont, qu'on a des auteurs et des illustrateurs qui aiment bien travailler ensemble, ou qui ont envie de travailler ensemble, qui sont en train d'aborder un concept et qui hésitent un peu. Parfois il y a une page, 2 pages, une double, pour voir si éventuellement il y aurait une piste. Mais j'aime bien en fait ces couples-là, et quand ils n'existent pas, qu'on a soit un bon texte, soit un illustrateur avec lequel on a très envie de travailler, dans ces cas-là, il y a une construction de OK, dans quelle direction est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on a envie de faire. L'avantage aussi du livre jeunesse, c'est qu'on a une plus grande liberté sur la construction d'un livre, y compris du print, y compris du concept. Il y a beaucoup de livres-jeux maintenant, on a des choses un peu riches qu'il est possible de faire. Donc il y a aussi toute cette partie-là en termes de fabrication sur laquelle il y a aussi une réflexion. Voilà. Du coup, je souhaitais rebondir par rapport à la sélection des manuscrits par les maisons d'édition. Donc voilà, est-ce qu'il y a des critères? Et aussi, je me mets du point de vue de quelqu'un d'inexpérimenté et pas publié. Donc comment parvenir à être sélectionné? Je crois qu'on l'a dit, là, on a défini la ligne éditoriale, donc il faut vraiment bien voir. On a parlé des maisons, ça c'est la superstructure, et puis ensuite il y a les collections. La diversité des livres se retrouve classée en collections. Donc il faut bien regarder quelles sont les collections, quel genre de littérature on y fait, tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Y a-t-il une question d'âge? Parce que l'âge est important, parce que là je pense qu'on a majoritairement des jeunes auteurs qui vont se faire publier. Tout dépend ce qu'on publie. On parlait de littérature blanche. Alors littérature blanche, bon, pas un adjectif que j'apprécie pas particulièrement, mais ça signifie littérature de création, je pense. Ça fait clairement référence à la couverture de Gallimard. Exactement, voilà, c'est ça. Moi, je dis souvent pourquoi la blancheur, c'est parce que quand on peut se permettre de ne rien mettre sur une couverture, c'est véritablement le symbole du luxe. Quand on ne remplit pas. Et donc c'est le symbole de l'élégance, c'est ça que connote la blancheur. Et puis bien sûr, blanc s'oppose à noir qui renvoie à la littérature dite de genre.
le policier en l'occurrence. Toutes ces notions sont fluctuantes, vraiment, et elles évoluent, et c'est bien. Mais en tout cas, la littérature dite de création, c'est ce que vous disiez, c'est la littérature dans laquelle le style importe énormément, à l'opposé d'une littérature de divertissement ou de consommation, où là, on enchaîne les lectures pour le plaisir de la narration, de l'anecdote, de l'intrigue. Je ne suis pas d'accord. Donc en tout cas, pour conclure, l'un n'empêche pas l'autre, heureusement, l'un n'empêche pas l'autre. Pour conclure sur cette question de l'âge, pour la littérature dite de création, l'âge ne compte pas, puisque là, on ne définit pas une cible préexistante. En revanche, si on fait probablement de la romance, c'est peut-être, et encore, peut-être souhaitable que l'auteur soit proche en âge, c'est-à-dire en sensibilité, c'est-à-dire en préoccupation de ses lecteurs. Mais tout ça, voilà, ça peut être tout à fait remis en question. Donc je pense qu'à l'âge n'est pas du tout un critère. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec Blanche parce que tout ça relève quand même beaucoup du marketing des maisons d'édition, c'est-à-dire qu'il y a en littérature de création maintenant des auteurs et des textes qui sont clairement des textes qui relèvent de la littérature de divertissement, on va dire. Et par ailleurs, dans la littérature dite grand public, parfois, moi, Ophélie, en fait, je voulais la mettre en blanche à l'origine et accentuer justement ce côté de la langue. Et c'est pour une raison purement conjoncturelle et aussi parce qu'à un moment je me suis dit on va en vendre plus si on met des cow-boys dessus. Mais en vrai il y a une question conjoncturelle, peu importe, de politique interne qui a fait que j'ai pas pris cette décision. Donc je trouve que tout ça est en train de s'atténuer. Par ailleurs sur la littérature de genre, et ce que disait Blanche, c'est-à-dire tout ça est à modérer, mais le polar a longtemps été un genre de gare, on disait voilà c'est la littérature de gare, et aujourd'hui il a ses lettres de noblesse et il y a de très grands auteurs. Et puis il y a des auteurs qui sont voilà, très respectés, qui sont au panthéon de la chose et qui s'essayent au genre aussi. Donc tout ça est un petit peu mélangé, c'est pour ça c'est important d'avoir ces notions en tête, ne pas oublier quand même que c'est pas gravé dans le marbre et que c'est lié au marketing des maisons d'édition, parce que n'oubliez jamais que l'édition c'est un commerce et qu'un éditeur ne s'adresse pas au lecteur. Le client d'un éditeur c'est le libraire, voilà. Ou Amazon, sauf quand par exemple via le numérique il a la possibilité, et via sa propre plateforme, de vous vendre directement les ouvrages. Mais quand vous achetez en numérique ou en papier, demandez-vous à qui vous donnez les sous. Et dites-vous qu'entre vous et nous, il y a un intermédiaire. Juste, ça n'a pas forcément d'influence pour les personnes qui ont envie de proposer des manuscrits, mais quand même. Et sur la sélection et sur l'âge, non, au contraire, moi je pense qu'être jeune est un atout aujourd'hui, parce que toujours dans le cadre de comment on singularise un auteur, il faut qu'il ait une identité, c'est-à-dire qu'à un moment donc, où il y a le travail sur le texte, il y a toute cette partie qui est celle qui fait un peu fantasmer dans l'édition et qui est un peu iconique, mais ensuite on passe le relais à la presse, au marketing, au commercial, et nous on doit présenter à nos équipes de vente votre livre et on doit vous présenter. Et si c'est pas la même si vous êtes prof d'éducation manuelle et technique au collège de La Roche-sur-Yon ou si vous êtes Beyoncé. On n'a pas les mêmes espoirs de vente, on ne va pas présenter la même chose. Et si vous êtes Beyoncé qui publie un essai de philo, alors là on crée en fait quelque chose d'assez surprenant. Donc il y a des représentants qui vont dire ah ben non, et d'autres qui vont dire non mais alors c'est complètement dingue, et on peut raconter une histoire. Donc c'est souvent ce qu'entre nous on appelle raconter une histoire. C'est pas mentir, raconter une histoire. C'est vraiment le travail de l'éditeur, le travail très créatif de l'éditeur, c'est
qui va décider de à quoi va ressembler la couverture. Et là, c'est vraiment beaucoup le cas aussi sur le poche et tout le travail hyper créatif qu'il y a dans le poche. Votre ligne éditoriale, à quel moment de l'année on vous met, ce qu'on vous raconte de vous. Donc on ne va pas vous inventer des vies, mais quelque part, il y a quelques précédents extrêmement connus de très jeunes auteurs. Un très jeune auteur, et puis des exemples assez récents aussi, on a un truc à raconter, quoi. Et puis aussi d'un point de vue plus personnel, comme vous l'avez compris, on défend ici l'idée qu'il y a vraiment une relation entre l'auteur et l'éditeur. On parlait de maison, c'est vraiment un métier où la relation humaine importe autant que le texte, sinon plus. Et donc le fait que l'auteur soit jeune, au contraire, c'est tout à fait formidable pour l'éditeur, parce que l'éditeur reprend cette fonction de découvreur, de défricheur. Là, nous sommes face à des auteurs qui débutent, et c'est formidable et valorisant pour nous de pouvoir accompagner des auteurs vers un succès. Donc au contraire, c'est un atout. Mais du coup, une fois qu'on a à peu près, on a essayé de définir sa ligne éditoriale, parce que vous, du coup, vous avez envoyé un mail à quelqu'un, vous avez le mail de quelqu'un. Nous, est-ce qu'on a intérêt à, je sais pas, se pointer en bas des maisons d'édition avec un manuscrit, chercher des mails, chercher des mails, ou bien, je sais pas, aller sur juste, je sais pas, genre le site de la maison d'édition. J'ai peut-être une réponse un peu détournée. En fait, c'est vrai que moi, par exemple, pour mon cas particulier, j'ai récupéré un mail. En effet, je n'aurais pas aidé à la refonte du manuscrit, mais encore une fois, je pense aussi que si j'avais aidé à la refonte, c'est que quelque part, il y avait une idée derrière sous-jacente. Je pense qu'on ne fait jamais rien inconsciemment. Et je pensais aussi peut-être que si j'aidais la refonte de ce manuscrit, sans doute, à un moment ou à un autre, j'écrivais déjà de la poésie, donc il y avait peut-être... Je pense qu'on fait des choses qui ne sont jamais anodines, on le découvre après. Maintenant, il y a aussi quelque chose, si vous n'avez pas forcément d'adresse. Moi, j'ai fait une grosse partie de la communication, parce qu'on m'a demandé si je connaissais des gens, évidemment. J'ai compris que c'était aussi à moi de chercher. C'est moi qui ai créé aussi des réseaux sociaux à un moment en mettant ça en petite page. Et j'ai contacté des gens, moi-même, des journalistes sur les réseaux sociaux, on envoie des mails, en DM si on peut, ou des choses comme ça. Et il y en a qui ont répondu, et il y en a qui m'ont aidé dans la diffusion de ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque part, parfois, la chance, ça se provoque aussi. Alors ça se provoque sans attendre les gens en disant avec un couteau, lis-le maintenant, sinon je te plante, mais il y a une manière. Et je pense que là, vous avez en plus... Vraiment, enfin, il y a un outil qui est quand même assez formidable. Ça permet quand même de mettre en relation les gens. Et même maintenant, je continue de temps en temps à avoir des rendez-vous professionnels parce que j'ai un usage des réseaux sociaux qui n'est pas pour raconter ma vie, mais pour m'en servir comme un tremplin. Vous avez cette possibilité. Enfin, vous êtes vraiment de la génération où je pense que vous avez des réseaux sociaux qui sont partout. Pour les jeunes, il y a même Blue Sky qui est en train de se mettre. Ça peut sembler anodin, mais dites-vous qu'il y a plein de gens de Twitter qui quittent actuellement Twitter pour aller sur Blue Sky, des gens qui ont 60 000 abonnés, qui n'ont jamais suivi, qui sur Blue Sky se retrouvent avec 2000 personnes, commencent à paniquer, ils prennent n'importe qui. Soyez ce n'importe qui. Si vous avez déjà des envies, suivez les gens, suivez les journalistes, et ne suivez pas que quand vous avez aussi une question à leur poser. Parfois, il faut préparer le terrain en amont. Personne n'aime recevoir un message « aide-moi » alors que la personne ne te connaît pas. Par contre, si vous avez un journaliste que vous commentez parce que vraiment la personne vous l'aimez et que ça vous plaît de le suivre et qu'après vous voulez poser une question, vous êtes légitime. Si la personne elle vous a vu 20, 30 fois commenter, vous mettre des petits cœurs, ça peut sembler bête, mais c'est déjà un début de relation humaine en fait. Je comprends votre question, qui est très précise. Avant d'y répondre précisément, faites quand même attention, il y a des gens qui montent des structures qu'ils appellent des maisons d'édition et qui ne sont pas sérieux, soit parce qu'ils n'ont pas de bonnes intentions, soit parce qu'ils sont nuls, en fait, et c'est pas des professionnels. Et donc, on commence par se concentrer sur les maisons sérieuses, reconnues, ou parler avec son libraire
Ça ne veut pas dire forcément les gros, hein. Là il y a eu plusieurs articles sur la concentration de l'édition, détenue par 3 milliardaires, tout ça. Bon, c'est pas du tout l'objet. Mais on se concentre sur les maisons sérieuses. On peut en parler avec le libraire. Il y a des petites maisons, mais qui sont qui font un très bon boulot. Je pense à Cambourakis, je pense, voilà, qui sont des maisons assez récentes, qui, franchement, chapeau, et qui ont des identités très fortes. Vous n'allez pas dans des maisons dont personne n'a jamais entendu parler, on ne sait pas qui c'est, votre libraire vous regarde, jamais. Ça, non. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez jamais de succès parce qu'ils ne sont pas bien diffusés, premièrement. Deuxièmement, vous allez créer des historiques catastrophiques. Les historiques, c'est des historiques de vente. Nous, éditeurs, on a accès à un truc qui s'appelle GFK. GFK, c'est un panel, c'est-à-dire ça nous permet d'accéder aux chiffres de vente de tout ce qui a été publié, en tout cas depuis 2005. Donc, je peux vous dire que tout éditeur à peu près sérieux, enfin à peu près dans le circuit, la première chose qu'il fait si vous avez déjà publié un bouquin, c'est d'aller sur GFK et regarder à combien c'est vendu. Si jamais ça a été, vous avez un manuscrit qui est une tuerie absolue, qui est un chef-d'œuvre, mais que précédemment vous avez fait une erreur de jeunesse et vous l'avez publié aux éditions du Chat qui pêche et qui s'est vendu à 12 exemplaires, Gallimard, ou je sais pas, où tout le monde va regarder GFK et va dire « Ah non mais moi je peux rien faire ». Et en plus c'est sincère, c'est pas parce que l'éditeur de une maison sérieuse est méchant ou est vraiment motivé par la vénalité et ne sait pas relever les défis et repérer un grand talent. C'est pas ça. Si je vous rappelle qui est notre client, avec qui on bosse, nous on bosse avec les libraires, via nos représentants ou via nos relations libraires. Et qu'est-ce qui va se passer? On va travailler votre texte, on va être hyper fiers, on va s'investir, Là, moi, je rentre tout à l'heure, je bosse sur, comme depuis deux nuits précédentes, sur un texte, donc on est vraiment très très investi par moment. On va bosser comme des fous avec vous, main dans la main, soulever des montagnes. Et puis le représentant, il va faire le tour des librairies. Et le libraire, il va dire au représentant, non mais t'es gentil Pascal, mais le dernier, j'ai regardé les chiffres, le dernier bouquin, j'en avais pris 5 et j'en ai vendu 0, donc en fait je t'en prends pas. C'est le libraire qui à ce moment-là, parce qu'il n'a pas bien vendu le précédent, ne va pas vous prendre. Alors oui, vous allez trouver 1, 2 libraires qui vont croire en vous, mais quand même, faites attention, il vaut mieux mettre très 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 longtemps à être publié par un éditeur sérieux, un peu reconnu, tout ça, que de vous précipiter, vous créez des historiques, c'est comme sur les réseaux sociaux, on a fait une bêtise, on a publié une photo de soi à poil quand on était bourré. T'as fait ça toi? Moi non. Et puis après on le regrette longtemps. En parlant du coup des réseaux sociaux, aujourd'hui, au niveau du repérage, on voit de plus en plus de plateformes où on peut publier nos écrits. Est-ce que c'est une bonne manière d'être repéré? Est-ce que c'est majoritairement en envoyant des manuscrits? Ou est-ce que c'est par exemple en participant à des concours d'écriture? Comment est-ce que vous voyez ça? Nous, c'est mon point de vue, mais qui est lié à ce que je connais le mieux, c'est-à-dire qu'effectivement, fiction, non-fiction, moi je suis moins dans ce domaine, mais si j'étends sur alors la littérature jeunesse, vraiment pour les plus jeunes, c'est encore autre chose. Partons de, allez, le 12-18, et pourquoi pas sur le young adult, qui clairement en ce moment est une vraie, avec un qui marche. C'est des auteurs qui sont plus jeunes. C'est le cas, parce que justement on a besoin de cette visibilité, on a besoin de leur code de communication, on capitalise sur leur communauté, qui la plupart du temps sont déjà construites, et comment ces communautés sont construites? Elles sont la plupart du temps construites sur certains réseaux sociaux du livre, sur lesquels il est possible de publier des textes. Genre Wattpad. Par exemple. Vous lisez, vous, Wattpad? Des choses, un petit peu? Qui a vous lire sur Wattpad? Ouais, mais qui lit? Parce que moi, c'est une vraie question. Moi, je le demande à mes. Enfin, moi, mais j'ai. Aujourd'hui ou Allez, les deux. Qui a déjà lu un Qui a lu un Wattpad sur son iPhone? Voilà. Ah, bah ouais, quand même, un petit peu. C'est ça.
Après, je pense que c'était vraiment générationnel. Oui. Wattpad, quand on avait 14, 13 ans. D'accord. Mais c'est toujours, enfin moi j'entraîne des élèves de 14-13 ans, mais ils sont toujours dessus. Ah oui. Pour moi, c'est une question de genre. En fait, on en revient un peu à la façon dont on identifiait tout à l'heure les collections ou les éditeurs. Finalement, vous allez publier là où potentiellement vous avez votre lectorat et où on peut vous trouver. Certains éditeurs scrollent les plateformes et ils sont des concours. Enfin, c'est le cas, vous trouvez leurs nouveaux auteurs, c'est arrivé plusieurs fois de suite. En tout cas, sur ce secteur. Avec le prix du Quai des Orfèvres. Le prix du Quai des Orfèvres est toujours gagné par Fayard. Dingue, oui, c'est Fayard qui l'organise avec le Quai des Orfèvres. Mais comme le prix, un super prix de poche, le prix Super U, est toujours gagné par le livre de poche. C'est normal, c'est un partenariat. Super U, le livre de poche. Mais c'est une manière de. C'est pas de l'arnaque, hein. Ah non, en fait, c'est notre métier. Enfin, c'est pas de l'arnaque, c'est que non, mais c'est ça, le métier d'un éditeur, à un moment, c'est de vendre du livre et de promouvoir son travail, en tout cas le travail qu'il a réalisé avec des auteurs et des illustrateurs parfois. Et en fait, les moyens de mise en avant, sky is the limit. Non, mais voilà, notre boulot, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail sur le texte, évidemment pour l'amener à ce qu'on va à un moment arrêter comme étant la meilleure version à un instant T d'un écrit. Et puis l'idée vraiment derrière, ça va être de le pousser. En fait, il faut que ce texte-là trouve son public. Nous, c'est une vraie partie. Et sur les réseaux, mais je pense par exemple à Insta ou TikTok. Moi, j'ai une copine, ex-collègue chez Robert Laffont. Elle me dit, alors elle est beaucoup sur les réseaux parce qu'elle est pas mal sur le DevPers, le développement personnel, des trucs comme ça. Et la cuisine. Et donc elle me dit, ah là là, il y a plein de comptes de poésie. Je regarde, ah bon, sérieux? Elle me dit, oui, je te jure, des très jeunes et qui ont un nombre de followers, bon, moi les bras m'en tombent, je dis ah bon, fais-moi lire, bon là les bras m'en retombent, mais ça marche, et donc elle essaye une première fois et ça cartonne. Et donc là les bras m'en retombent, mais parce que c'est vraiment très très mauvais, mais bon, ça marche. Et donc à partir de ce moment-là, bah, ça marche une fois, qu'est-ce qu'on fait nous, gros malin? Et ben on en fait un deuxième, un troisième, on regarde et puis on descend en fonction du nombre de followers. Donc oui, parfois Insta, ça peut servir à ça, de se faire. Mais en revanche, on ne s'invente pas, et ça Ophélie on peut en parler, on ne s'invente pas une communauté en 3 secondes 30. Hein. Et alors après, il y a eu toute la mode des influenceuses, je peux vous dire aussi, pour avoir, et c'est vraiment pas ma grande fierté, mais j'ai publié Moundir. Eh bien, J'aurais su ça, mais je t'aurais dit non, en fait. Non, mais... Eh bien, il avait à l'époque je ne sais combien de followers, et ben j'ai vendu 3000 exemplaires. Et il a fait tous les médias derrière, il a fait, j'en suis là encore, pas une grande fierté, Cyril Hanouna et mes plein de trucs, comme en plus il y a eu le Covid, on a vendu ça comme des porcs. La choquance Et donc, beaucoup de followers, et ben pas beaucoup de ventes. Beaucoup de followers, plan promo, mais de malade. Mais toi, t'as même pas eu ça parce que t'es un attaché de presse. Je sais pas. Et ben, pas de vente de livres. Et en plus, c'est pas le truc le plus générateur de fierté qui a été fait dans ces années-là dans la maison d'édition où j'étais. Mais parfois ça marche. Donc n'hésitez pas. Et puis le modèle normal, c'est d'écrire au service des manuscrits dans les maisons d'édition. Mais il faut savoir que des services des manuscrits, il y en a, à mon avis, un seul de véritablement sérieux, c'est chez Gallimard. Et sinon, je cherche s'il y a d'autres maisons d'édition. Si, Albin Michel, avec une très bonne lectrice qui s'appelle Lina Pinto. Forcément. Pardon? Forcément.
ils lisent tous les dans manuscrits? Alors, comment ça se passe? Dans les rares maisons d'édition qui ont des services de manuscrits sérieux, donc là rapidement dans ma tête j'en trouve que deux. Il y a d'abord un feuilletage, donc qui est fait souvent d'ailleurs par un stagiaire très rapidement. On appelle le Premier, oui, le tri. C'est-à-dire que déjà les bébés Enfin, chiens. stagiaire. Ouais. Enfin, Il y avait d'abord un stagiaire puis après un. Ok. dans les maisons filiales. Donc en tout cas le tout premier tri c'est les bébés chiens, non c'est pas pour la maison d'édition, donc déjà on écarte tout ce qui est pas pour la maison. Après il y a le feuilletage. Non. Donc après le feuilletage c'est on regarde un peu le début, la fin c'est construit, c'est pas construit, enfin, c'est lisible ou c'est pas lisible. Et puis c'est l'orienter vers tel ou tel soit éditeur, soit lecteur, ça dépend des structures de maison d'édition. Et ça, c'est fondamental. L'orientation vers le bon éditeur dans la maison, c'est lui qui peut donner le feu vert. Et alors chez Gallimard, il y a un système de lecteurs. Donc on passe la première lecture, on a le droit à une deuxième lecture, on passe la deuxième lecture, on a le droit à une troisième lecture, on a passé les 3 lectures, hop, on a le droit d'aller en comité de lecture. Et chez Albin Michel, c'est un peu plus court. Et dans la plupart des autres maisons d'édition qui font semblant d'avoir des services de manuscrits, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a éventuellement des stagiaires qui font ce travail-là, et comme nos stagiaires, elles sont toutes quand même surdiplômées, c'est un bon travail qui est fait, parfois meilleur que par certains éditeurs. Mais ensuite, donc, elles font un super job, elles nous font des super fiches de lecture, elles apportent ça sur le bureau du bon éditeur parce qu'elles ont compris comment fonctionnait la maison d'édition. Et là, l'éditeur ne lit jamais le texte. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux, effectivement, comme Ophélie, avoir trouvé le mail, pas le 06, et on n'attend pas l'éditeur devant la maison, ça c'est désagréable. Et d'avoir trouvé le mail d'une personne qui est la bonne par rapport à ce que l'on écrit, et éventuellement d'avoir fait une petite enquête. Donc là, c'est là qu'on peut commencer à stocker. Une petite enquête pour savoir, y compris une enquête rapprochée, pour savoir si c'est quelqu'un qui lit, si c'est quelqu'un qui est gentil, si c'est quelqu'un voilà, une petite enquête, voire se rapprocher de certains auteurs de cet éditeur, ou aller le rencontrer lors d'un salon du livre ou d'une signature. En plus, les signatures souvent on picole, donc à la fin on parle facilement. Ou les salons du livre, on s'ennuie un peu, donc on parle assez facilement. Qu'est-ce qu'il y a comme autre manière? Je pense que c'est les manières Je pense que c'est les manières les plus légales. Là, c'est l'illustration, c'est moi. Oui, passer par d'autres personnes dans la maison d'édition ici. Parce que là, on écoute, c'est-à-dire que moi, si mon attaché de presse ou une de mes assistantes ou éditrices ou quelqu'un en qui j'ai confiance dans la maison, c'est-à-dire grosso modo, tout le monde vient me voir et me dit écoute, j'ai vraiment lu un truc, c'est vraiment bien, je vais le lire. Mais après, sur le volume de ce que l'on reçoit, et ça dépend des maisons d'édition dans lesquelles on est, mais les grosses maisons, c'est effrayant. Donc en fait, on cible. Mais déjà, quand on a ciblé la maison, ou les maisons, quand on a ciblé à peu près un éditeur, ou le bon département, si on a fait cette petite enquête, si on va sur les salons du livre, dans les signatures, très bon les signatures. Mieux que les salons. Les salons, il fait chaud, on est énervé. Mais les signatures. Qu'est-ce que vous entendez par signature? Signature en librairie. Quand un de nos auteurs, pour le lancement de son livre, enfin souvent ils font des petites tournées. Des dédicaces, pardon. Vous, en tant qu'éditrice, vous avez appris combien de livres? Oui, je veux passer la parole. Ça dépend des maisons. Des périodes. Ouais, ça dépend des. Alors moi les textes sont plus petits, hein, mais là on a Montreuil qui arrive. En ce moment j'ai 10 mails par jour avec des textes en continu, mais ça. Mais moi je peux les lire, j'ai pas tant de textes que ça à lire, c'est plus rapide. Et vous, Blanche, en poche,
Non, moi c'est très différent. Non, 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 mais les universitaires qui écrivent les préfaces, c'est bien vivant. Voilà. Donc, combien on lit alors je dis que c'est différent parce que ce sont des textes de commande, principalement. Donc ça, c'est encore un autre système. À certains moments, on peut lire. Alors, par exemple, les lectrices. Je vais prendre l'exemple de Gallimard qui a laissé une maison avec un série de manuscrits potables. Je fais une trop pour Gallimard. Merci. Elles doivent lire un livre par jour et faire la fiche de lecture qui va avec. Mais elles font ça, elles ne sont pas éditeurs par ailleurs. Parce que nous, notre métier, il faut arrêter de penser qu'un éditeur, il passe des journées. Ça, c'est ce que certaines éditrices ou certains éditeurs racontent quand ils répondent à une interview dans la presse féminine. Non, on ne fait pas. La journée d'un éditeur n'est pas tout à fait ce qu'on imagine. C'est-à-dire on se lève pas avec en lisant un manuscrit, et puis après, on appelle un auteur, on déjeune avec lui, on discute du style. Et non, c'est pas du tout. C'est un métier très technique, beaucoup moins glamour que ça. Mais c'est vrai qu'on fait ça aussi. Mais donc le temps qu'il nous reste pour lire, et puis parfois le soir, on a envie de lire autre chose, ou on a envie de faire autre chose. Et puis on a besoin en fait de lire on a besoin de très bien connaître le marché. Le marché, c'est la concurrence, donc particulièrement dans nos domaines éditoriaux. Donc on a besoin de lire autre chose. Et puis des moments où on a besoin de serrer à la tête parce que sinon on devient complètement dingue. Et souvent on ne lit pas tout. Parce qu'on se fait une idée sur un manuscrit. Et ça, si vous voulez, on peut vous en parler. Qu'est-ce qu'il faut envoyer à l'éditeur? L'idée qu'on se fait sur un manuscrit, ça c'est hyper important, c'est le plus important de tout ce qu'on pourra vous dire, je crois. Mais on se fait une idée sur un manuscrit en 5 minutes à peu près, ça suffit, mais vraiment. Et si c'est bon, à partir de ce moment-là, on va un peu plus loin. Et puis quand vraiment on est emballé, on le fait. Mais c'est vraiment quand on sait déjà qu'on va le faire. Je crois qu'on a une question. Alors j'avais deux questions, je vais essayer de faire vite, mais c'est parce que je voulais revenir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le choix de la couverture et même de comment faire vendre l'auteur, en fait, la personne en elle-même. Comment ça se passe? Est-ce que l'auteur a contractuellement, non. Réellement, oui. Je me permets de répondre rapidement pour Folio, et effectivement pour les collections de poche, la différence en France, en tout cas principale entre les collections de grand format et de poche, c'est qu'on met une couverture illustrée sur le poche pour attirer davantage le grand public. Et alors là, on donne déjà une orientation éditoriale par le choix de l'image, c'est-à-dire quelle idée du livre on veut diffuser. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et je considère que le choix des illustrations est tout sauf marketing, c'est vraiment une orientation éditoriale. Donc toujours, on demande l'avis des auteurs. À Folio, littérature contemporaine, mes collègues demandent l'avis de l'auteur, et moi je demande l'avis des universitaires avec lesquels j'ai travaillé pour Folio classique. Et jusqu'à un certain point, absolument. C'est-à-dire, pourquoi demander l'avis? Parce que vous ne pouvez rien faire dans son dos, et c'est lui qui signe l'ouvrage. Néanmoins, celui et celle qui ont le dernier mot, c'est l'éditeur. Et pour moi, vraiment, le précaré de l'éditeur, c'est le texte de 4e de couverture que je rédige, que je fais lire à l'auteur, parce que bon, il faut qu'il sache ce que je dis de son livre, mais celui qui a le dernier mot pour le texte, c'est moi. Et pour l'illustration de couverture, c'est la même chose. C'est vous, éditeur, qui savez ce qui va faire vendre l'ouvrage. Mais vous n'allez pas le faire contre la volonté de l'auteur. Ça n'aurait pas de sens. Et souvent on le discute avec l'équipe parce que je trouve que la couverture, c'est quand même un geste commercial, donc de c'est un geste éditorial bien évidemment, mais c'est quand même un geste commercial aussi. Et il y a un moment, il faut passer la main. Et donc moi j'aime bien en discuter quand même avec l'équipe, pas parce que je suis pas sûre de moi, mais parce que je suis pas, c'est une maison, on est plusieurs. Et donc le choix, est-ce que l'auteur a la possibilité d'imposer sa couverture? Non, en fait. Et surtout si c'est pour mettre le tableau de son oncle ou la photo de sa mère, ça c'est non. Non mais vous rigolez, mais y compris en sciences humaines, on a le cas de figure.
Donc, jusqu'à un certain point. Et contractuellement, non. Sauf moi, parce que par exemple, je écris, mais je dessine aussi beaucoup, et ça m'arrive souvent enfin, bien sûr que pour moi, parce que pour moi, je ne vais rien mais d'illustrer parfois ce que je fais. Et est-ce que du coup, en termes d'illustration à l'intérieur, est-ce que l'auteur peut dire, moi j'ai illustré truc, est-ce qu'on peut... ça dépend de son pouvoir de persuasion. Et de la qualité de la guide. Alors, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. D'abord, si c'est des illustrations couleur ou pas. Parce qu'en fait, à un moment aussi, ça peut rentrer en tout cas dans un type de collection. Voilà, donc ça change la donne. Il y a des maisons, en tout cas des éditeurs, qui ont plus de textes, qui mélangent à la fois illustration et texte. Ça existe, on en parlait tout à l'heure. Là, je pourrais tout de suite. Pas certaine. Mais il y en a des collections des éditeurs qui sont plus à même de faire ce type de choses et de pouvoir ajouter des illustrations un peu spécifiques. Mais voilà. Le fait d'ajouter, en fait, il y a un truc avec le print aussi, au bout d'un moment, ça peut avoir une influence sur l'ouvrage, enfin sur le montage financier en fait du projet. C'est pas la même chose. Moi, par exemple, je lis de la littérature, je peux envie qu'il y ait des dessins dedans, comme une. Enfin, on peut se faire plaisir et ne pas faire plaisir à l'autre. Et il y a un moment, il faut lâcher son texte, les auteurs. En fait, c'est pour ça que vous avez un éditeur, sinon vous vous débrouillez et faites. C'est du libre concept, mais vous réduisez le panel d'éditeurs qui font du libre concept. Il y en a moins. Et vous réduisez le lectorat. Forcément. Parce que les ouvrages seront plus chers à la vente, parce qu'il n'y aura pas forcément d'adaptation en poche, parce que, en fait, à un moment, c'est un positionnement aussi par rapport à la façon dont vous voulez être lu. C'est un peu. Sur les classiques, on peut avoir si Alexandre Dumas est illustré, on ne va pas le faire de la même manière, il ne va pas servir à la même chose que si j'ai les trois mousquetaires. Là, dans le métro, il y avait une dame qui lisait les trois mousquetaires, elle lisait son édition de classique. Et bien, s'il y avait une version illustrée, la couverture n'aurait pas été pareille, le prix n'aurait pas été le même, et c'est un autre plan, quoi. Donc encore une fois, si c'est un projet qui nous tient à cœur, il faut juste viser l'éditeur à qui on va proposer. Voilà. Une question en face. Oui, c'est pour savoir comment ça se passe avec les textes plus scientifiques, les essais ou les textes par exemple, comment ça se passe le processus de correction. Allez-y, puis je reprendrai la parole après vous. Précisément, vous pensez à quoi? Pour la sélection, pour le choix de la maison d'édition ou ensuite pour le travail La sélection et le travail. Alors, bon, déjà, un texte scientifique a un public extrêmement limité. Extrêmement limité. Après, il peut y avoir des travaux universitaires, par exemple une thèse, qui vont être retravaillés et devenir et être un peu vulgarisés. Mais un travail purement universitaire, une thèse, elle est publiée, elle a une destination unique qui est des presses universitaires. Même nous, chez Hermann, qui publions des ouvrages locaux, ce sont des thèses qui sont déjà retravaillées. Après, je vous rappelle donc que l'édition est un commerce, donc à un moment ou à un autre, il faut que ce soit pas forcément rentable, mais au moins qu'il y ait un point mort. Donc si vous publiez votre thèse, il faut que vous ayez conscience du fait que vous allez toucher un tout petit nombre de personnes. Donc aujourd'hui, il y a ce truc magique qui est l'édition numérique et le print on demand qui permet de publier des ouvrages ou de diffuser en fait des ouvrages, parce qu'on parle aussi numérique, en un petit nombre d'exemplaires. Mais il faut avoir ça en tête. Donc comment on fait? Soit vous vous adressez à des presses universitaires, mais pour tout vous dire, enfin moi à l'époque où j'ai soutenu ma thèse, j'ai pas eu besoin de démarcher, on venait me chercher. Il y a quand même beaucoup de presses universitaires qui viennent vous voir.
En vrai, c'est parce que vous savent très bien que vous allez acheter 10, 15, 20, 50 exemplaires de votre thèse pour l'offrir à votre famille et éventuellement à d'autres personnes. Mais c'est pas parce que c'est presque universitaire que c'est d'un niveau comme ça. Hein. Ça reste l'occupation, elle reste celle-ci. Ensuite, il y a des maisons de sciences humaines où là, il y a une sélection, et malheureusement, il y en a de moins en moins, ou en tout cas des départements de sciences humaines au sein des maisons et des groupes, il y en a de moins en moins parce que c'est pas rentable, parce qu'en fait, je vous annonce quelque chose, la philosophie contemporaine, ça fait pas gagner d'argent, on peut les citer sur le doigt d'une main, les philosophes ou les 10 philosophes qui font rentrer des sous dans une maison d'édition, pareil en psychanalyse, pareil en sciences sociales, donc c'est vraiment un domaine. C'est un autre métier quasiment. Et les maisons, vous les trouverez beaucoup plus facilement. Et pour le coup, on vous répondra beaucoup plus facilement parce que on reçoit beaucoup moins de maisons. C'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs collections dans une maison pour faire vivre la rentabilité. Là, Kamel Daoud, prix Goncourt, va financer 1 an d'essais littéraires ou autres chez Gallimard. Moi, je publie des essais en grand format chez Gallimard de critiques littéraires. Effectivement, la critique littéraire ne se fait quasiment plus. On continue à publier parce qu'on y croit, parce que c'est important, des essais sur les grands auteurs du catalogue Gallimard. J'ai publié un essai sur Mishima, sur Vargas Llosa. Là, je travaille sur un essai sur Romain Gary. On continue. Je vais en vendre quelques centaines. C'est pas grave. Parce que de toute façon, le livre sera rentabilisé par d'autres titres de la maison. Et il faut que ça existe. Parce que Gallimard d'autorie, ce qui n'est pas le cas forcément d'autres maisons d'édition. c'est ça. C'est l'intérêt d'une grande maison et d'une maison qui continue à faire vivre les petites collections. Et ça, c'est ce qu'on appelle la péréquation. C'est la base du métier de l'édition. C'est-à-dire que les titres porteurs et qui trouvent leur public, donc qui gagnent de l'argent, financent les moins porteurs. Ça, c'est la beauté de ce métier, de pouvoir continuer à publier des choses qui ne se vendront pas énormément. Peut-être derrière, peut-être terminé, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des techniques aussi pour créer une polémique sur un livre pour le vendre? Je pense, là, ce qui me vient en tête, c'est un essai de Chapoutot, par exemple, qui a été publié chez Gallimard, Libre d'obéir. C'est une polémique qui a été créée, peut-être que ça a permis de vendre davantage. Je ne suis pas au courant de la polémique qui a été... Allez-y. Je connais l'auteur. Non, il n'y a pas eu une polémique pour faire vendre ce livre, et je pense que Johan était le premier surpris par le succès de ce livre. En 2 mots, quel était l'objet de la polémique? Très rapidement, ça me concerne. Entre parenthèses, j'ai adoré. Hein. Peut-être pas tout Je suis côté Chapoutot. Ouais. Non, mais non, enfin, non, c'est pas ça. La polémique, en fait, ce qui s'est passé, c'est, si on parle à peu près de la même chose, c'est que France Culture a détesté. Voilà, bon, France Culture a détesté, Guillaume Erner a détesté, Guillaume Erner adore des trucs, tous les matins, mais c'est pas une polémique. Et aujourd'hui, donc c'était quand même si le texte était assez imparfait, je trouve, et enfin, comme Johan fait, pareil, il arrive de faire parfois. Enfin, tout le monde, les universitaires, ils n'ont pas forcément 5 ans à chaque fois pour publier un texte. C'était un petit texte, c'était une proposition. C'est pas son meilleur texte, mais il y avait vraiment une proposition qui était très forte. Il y a plein de gens qui ont dit non, mais vraiment, mais n'importe quoi, qui n'étaient pas d'accord. Et effectivement, ça a enflé. Et je pense que c'est vrai que ça a participé au succès de ce livre, mais qui ne s'est pas fait sur 2 mois non plus, qui a pris du temps. C'est pas comme La Famiglia Grande où effectivement il y a une polémique et tout de suite en fait il y a un succès. C'est pas, et les éditeurs qui feraient exprès de créer des polémiques, il y en a vraiment très très peu. Ça c'est plutôt à la télé, même s'il y en a. Faut pas le cacher. Votre camarade derrière vous? Oui, j'ai une question par rapport à la rentabilité. Comme on parlait de rentabilité, je voulais savoir comment était calculée la rémunération des auteurs, parce que je suis toujours très surprise de voir que c'est la principale personne qui a écrit l'ouvrage et elle gagne très peu par rapport aux ventes. Donc je me demandais comment Très rapidement, oui. Oui, alors moi ou tout le monde, en fait, on a des coûts qui sont extrêmement élevés dans la chaîne du livre sur
mal déjà. J'allais dire la Qui paye le distribution. plus, hein. Ouais, la vente, le libraire, clairement, qui c'est la plus grosse part. Ensuite, la distribution, diffusion, et puis après, on remonte comme ça dans la chaîne, petit à petit, jusqu'à l'auteur. L'éditeur se rémunère moins et moins rémunéré que l'auteur. Souvent. Ouais, ça peut dépendre, mais c'est pas la plupart du temps, c'est le cas. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est souvent le cas. Mais parce qu'on a des prix de cher. Ouais, en fait, moi, c'est le plus. Je la donne loin, toi? Ouais. C'est grâce à mon chat. Moi, la première chose, parce que je pense que, honnêtement, même si l'argent devient peut-être un problème quand on souhaite vivre de ça, mais je pense que très très peu d'auteurs vivent de leur plume. Moi, la chose, au-delà de l'argent, la chose qui m'avait le plus surprise, c'était de savoir le nombre de livres qu'on pouvait vendre. C'est-à-dire que je ne sais pas, vous, à partir de combien de ventes de livres, c'est considéré comme un succès. Mais moi, dans ma tête, un livre folio, ça se vendait, je ne sais pas, mais ça se vendait à 10 000, 20 000, parce qu'en fait, on n'a pas une vraie connaissance du marché. Et je pense que le premier rôle de l'éditeur, c'est de rassurer son auteur et de lui faire comprendre qu'en fait, on n'est pas sur du 20 000, c'est exceptionnel quasiment de nos jours. 10 000 en double champagne. 10 000 en double champagne. Moi, quand on m'a dit, on va publier, je crois que c'était 3002 pour Black Mesa, c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que je dis 3002, mais attends, les gens ne lisent pas. Et en fait, on est aussi noyé dans la masse. Alors, il y a parfois des miracles qui ont lieu, mais il y a aussi parfois des gros flops qui ont lieu. Donc, dites-vous bien qu'un succès, en fait, alors à part en effet une chance incroyable ou une bonne conjonction d'étoiles et un auteur tout d'un coup va vendre 50 000 son premier livre, mais ça se construit, ça met du temps. Et dites-vous aussi que c'est pas au-delà de la simple vente. Ce qui compte, c'est de faire quelque chose qui vous plaise, que vous n'aurez pas honte, parce que c'est un tremplin vers autre chose. Moi, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a cru en moi, qu'après, une maison d'édition est venue me commander un ouvrage, et là, il y a une troisième qui essaie de me mettre le grappin dessus pour faire un troisième ouvrage. Et en fait, il y a le journalisme est venu vers moi aussi, c'était pas prévu. Moi, je suis prof de banlieue à la base. On m'a dit non, écris. Et en fait, du coup, on se rend compte par moment que c'est quelque chose de temps, ça met du temps. Là, je vous parle de ça, l'aventure, elle a commencé il y a quasiment 2 ans et demi, 3 ans pour moi. Et on se rend compte qu'en fait, c'est une porte d'entrée. Ne croyez pas qu'un livre est déjà est un succès forcément parce qu'il a été à la limite vendu à 10 000 exemplaires et après il n'y a plus rien. Il y a des gens qui parfois vendent modestement le premier, le deuxième et surtout après si c'est vraiment ça que vous aimez, c'est ultra satisfaisant de voir que progressivement la profession au sens large vous fait confiance en fait. Et pour ça c'est très important de prendre le temps de faire un premier livre qui vous plaise réellement. Mais sachez quand même qu'il y a des super succès dès la première fois. Moi, j'ai eu la chance sur de la litté grand public, en litté non, mais sur la litté grand public, vraiment d'avoir d'énormes succès, des gens qui venaient de nulle part, qui m'avaient contacté à peu près comme toi, et qui continue à avoir des succès très très sérieux. Et aussi, parmi les gros succès que j'ai eu, c'est sur la littérature patrimoniale. J'ai republié Genevois. Alors quand j'ai dit ça à mon patron, il m'a dit mais n'importe quoi, ça existe en poche. Je lui ai dit ah si, il faut le faire. Et j'ai regardé les chiffres, là, toutes éditions confondues, grand format, puis j'en ai fait des éditions par Ascola, 170 000 exemplaires. Alors qu'on m'avait dit n'importe quoi. Donc en fait, il faut que vous ayez des histoires d'édition, et c'est celles qui se colportent et qui vous donnent de l'espoir et qui vous donnent envie d'être publiées. Des succès, il y en a quand même pas mal. Mais oubliez l'idée d'arrêter de bosser et d'avoir une profession à côté. C'est en fait ça. C'est une question de... Ouais. Les deux, ça me dérange pas. La première, c'est juste sur la rémunération de l'auteur. Est-ce que vous avez des chiffres peut-être sur vraiment sur vous, chaque moyen de rémunérer, c'est pas un alors, j'essaie de ne pas dire de bêtises. Moi, j'avais été assez surprise. En fait, il y avait 3200 exemplaires et je crois que j'ai touché en tout, en 2 fois, je crois que j'ai touché un avaloir de 3000, enfin pas un avaloir, mais une somme définitive de 3 000
500 €. Voilà. En fait, les droits sur de la lité, c'est pas la même chose. Donc sur du roman, hein. La base, la norme, c'est 8%, 10%, 12%, avec des paliers qui peuvent être donc c'est 8% par exemple jusqu'à 10 000 exemplaires, 10% de 10 001 à 20 000 exemplaires et 12% au-delà sur le prix de vente hors taxe du livre. Et puis après, on vous propose un avaloir. Donc avaloir, c'est une avance sur droit. Donc que vous garderez même si vous n'êtes pas arrivé à rembourser, si je puis dire, cet avaloir. Vous allez le garder. Et là, c'est la libre appréciation de l'éditeur. De toute façon, c'est des montants qui sont faibles sur un premier roman. Donc, parce qu'on fait un pari. Parce que vous n'allez pas sortir un euro. Nous, on engage vraiment de l'argent. Hein. C'est cher d'imprimer un livre, c'est cher de payer les représentants. Nous, on prend un risque financier qui est vraiment qui est très très important. Et puis, alors, a fortiori, quand c'est d'illustrer, de la quadrille, pareil, faire un fichier numérique et le mettre sur une plateforme, c'est pas comme ça, quoi. Mais donc voilà, sur du roman, 8, 10, 12 et un avaloir ou pas, et sinon vous le calculez en fonction du tirage initial. Et puis après, pensez que donc sur la rémunération de l'auteur, ça c'est les droits, ce qu'on appelle les droits premiers, donc sur l'édition française en grand format. Ensuite, si votre éditeur fait ce qu'il faut, vous pouvez le céder en poche. Donc là, c'est de nouveau un montant et de nouveau 10% de droits en général qui iront moitié pour l'éditeur, moitié pour vous. Donc ça fait 5% de droits et des petits sous. Et surtout, si vous faites de la littérature au grand public ou de genre, il est possible que le poche cartonne plus que le grand format. Après, il y a les droits seconds. Donc ça fait partie des droits seconds. Poche, étranger. Donc là, comptez pas dessus parce que c'est vraiment hyper dur. Les traductions, en ce moment, les traductions. Session audiovisuelle, pareil, on oublie de rêver, mais ça arrive aussi. Autrefois, il y avait les clubs, donc le Grand Livre du Mois, et voilà, j'ai oublié les sessions. Mais juste la deuxième, c'est par rapport au sujet. On en avait parlé au début, quand vous n'avez pas entendu la réponse à la question. Comment la ligne éditoriale est racontée par les actionnaires qui travaillent pour Non, c'était une question. Non, voilà. Oh non, c'est une. Voilà, on parle de Bolloré, effectivement, citons-le. Il a toujours affirmé qu'il ne serait pas interventionniste, mais à un certain moment. Pourquoi acheter une maison d'édition pour ne rien en faire? Moi, l'inquiétude, pour moi, c'est surtout le rapprochement entre l'édition et la presse. Dans un système à l'américaine où on finit par confondre les métiers. Je crois qu'on l'a assez bien montré quelle est la spécificité de notre métier. C'est un métier de création. Le journaliste, il vient après. Vous voyez, nous, on vient au début. C'est un métier de pari financier, de pari intellectuel, de pari humain. C'est pas le cas du journaliste. Oui. Donc ce rapprochement entre l'édition, réduire les maisons d'édition à des organes de presse qui sont là pour valoriser ou être le véhicule d'une certaine idéologie, quelle qu'elle soit, à mon avis, là on se trompe de métier. Mais c'est ce qui est en train d'arriver. Donc le danger, il est là. Ouais. Enfin, moi j'ai été chez Editis, donc chez Robert Laffont et au Cherche Midi avant de sortir des groupes. Et donc, à un moment, je suis arrivée, je venais de chez Hachette, j'arrive chez Editis, 9 mois plus tard, Bolloré rachète. Je fais, quand même, on n'est pas sûr, et à l'époque, son projet civilisationnel était moins visible, en tout cas. Et de fait, jamais on ne m'a empêché de faire un livre, et jamais on ne m'a obligé de faire un livre. Et je suis aussi éditrice de doc, c'est-à-dire d'enquête. J'ai fait des enquêtes sur lesquelles j'ai failli avoir des référés. J'ai fait des enquêtes, par exemple, sur les dérives sectaires, où il y avait 2 chapitres sur l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen. J'ai fait des trucs un peu musclés. Jamais on ne me l'a empêché. En revanche, j'ai jamais lancé d'enquête sur Bolloré, et si au sein d'une maison qui lui appartenait, ce qui me semble entendable,
et il m'aurait interdit de le faire, j'aurais compris aussi. Mais donc, il ne faut pas trop fantasmer. Et pour rentrer dans le détail, bon, oui, il se passe des choses un peu spectaculaires chez Fayard, où il a l'air de concentrer un peu son action idéologique, on va dire. Je rappelle aussi que la censure, c'est fini. Donc, on n'est pas là, nous, à l'extérieur. Si les gens qui, chez Fayard, n'ont pas envie de participer à ces ouvrages, en fait, ils peuvent partir aussi. Il y a eu 12 démissions. Il y a eu 12 démissions chez Fayard. Courageuse. Et puis dans les autres maisons, que je sache pour l'instant, Grasset, il faut attendre avant de s'emballer. Là, pour le coup, oui, il y a une petite polémique qui est créée. Je ne suis pas du tout en train de défendre Bolloré, mais doucement. Ils ont poussé à... Oh, mais il y a des éditeurs qui devancent les désirs. Mais c'est ça, c'est surtout ça. C'est surtout l'autocensure et puis le système de cours où on veut se faire bien voir de son patron. C'est ça qui est nuisible. Mais après, au sein d'un groupe, mais même au sein d'une maison, il n'y a pas besoin de monter très haut dans le groupe. Et donc, rien à voir avec l'affaire Bolloré et la stérilisation des choses. Moi, il m'est arrivé qu'on me dise tu ne publies pas ça. Et il m'est arrivé qu'on fasse pression, alors ça n'a rien à voir avec Bolloré, je publie un doc sur Amazon, Amazon à 360 degrés, la fiscalité, la gestion RH, l'autre qui se prend pour un gourou, Alexia, enfin des avancées technologiques qui sont surprenantes. Et ma patronne à l'époque me dit tu me feras relire les premières et elle me dit non mais c'est embêtant, tu sais, Amazon, c'est quand même un de nos premiers clients, je sais plus, on dit 10% sur Amazon. Et je me suis dit, oh putain, ils vont m'empêcher de publier mon enquête. Et j'ai oublié de montrer le texte. Le moment venu, j'ai complètement oublié. Et ce podcast m'a combien vendu. Non, mais c'est courageux. Donc, je veux dire, c'est pas... Parfois, c'est pour des raisons économiques qu'on nous dit... Parfois, ça peut être pour des raisons très personnelles, c'est-à-dire moi, j'ai pas beaucoup de limites dans l'édition, mais j'en ai une ou deux. C'est-à-dire que, par exemple, je publie pas de textes de personnes pédophiles, alors après, si ça le sont, et j'ai des limites aussi dans idéologiques. Mais... Alors, malheureusement, le temps passe, et j'aimerais au moins évoquer une dernière thématique. La thématique du numérique. Donc tout à l'heure, vous parliez de la diffusion du savoir et on pensait du coup à l'éducation, qui est donc le but des apprenants, si j'ai bien compris. Comment est-ce que vous voyez cette vision de l'édition dont on ne parle pas forcément? Le numérique se développe au niveau des romans, etc., mais au niveau de l'éducation, comment on en avant? Il y a eu plein de choses dans le numérique et on a une situation assez... le numérique, en tout cas, les chiffres du numérique sont systématiquement très régionalisés, c'est-à-dire que les chiffres en France ne sont pas les mêmes que dans d'autres pays. Tout ça se rejoint un peu, mais c'est quand même assez lié à plein de choses. En France, le numérique, en fait, il a été assez long finalement à se mettre en œuvre. Et au départ, dans le numérique, il y avait différents axes. Nous, on avait choisi l'axe, en tout cas, de l'enrichi. Clairement, c'est un axe qui ne se développe pas. C'est pas très grave. On adorait ce qu'on faisait, on trouvait ça super, on trouvait que c'était vraiment un nouveau truc. Ça ne se développe pas, il n'y a pas de public, ça arrive. Je pense que c'est juste qu'il n'y a pas de... Quand ça arrive, parce que ça, il n'y a pas de public. Est-ce que c'est parce que c'est pas le moment? Est-ce qu'il faut qu'on attende encore un peu? Est-ce que c'est finalement... On a un rapport au livre papier en France qui est hyper développé. C'est le cas, culturellement, on est très attaché au livre. Pour l'éducation, c'est très différent. Alors maintenant, tous les ouvrages quasiment sont, je pense que c'est le cas de vos maisons, adaptés systématiquement en numérique. Papier égal, la plupart du temps. Et simultanément. Ouais. Alors là, je me permets d'intervenir plutôt en tant que professeur. C'est une catastrophe. Déjà parce qu'il faut savoir une chose. Moi, j'ai enseigné dans le public et dans le privé. Que ce soit public ou privé, rien ne fonctionne. Les manuels sur tablette, en fait, la tablette, elle n'est pas connectée à Internet, donc vous n'avez pas. Sauf que quand vous voulez vous projeter depuis votre propre tablette et que le tableau numérique
numérique ne fonctionne pas. Moi, je suis un professeur de français, je peux improviser, mais les professeurs de SVT, ça m'est déjà arrivé d'en voir une qui est en train de pleurer parce que ça faisait un mois qu'elle ne pouvait pas montrer des illustrations. Et puis, faites attention sur une chose, sur le numérique, c'est que la Suède, par exemple, qui avait vraiment été la première là-dessus, revient au manuel papier. Ça va coûter des millions et des millions à redéployer. Et la France, par exemple, l'établissement dans lequel je travaille, beaucoup de groupes ont décidé de faire machine arrière. C'est-à-dire que là, on a eu un partenariat avec Apple pendant 4 ans, et ce partenariat, ils ne renouvelleront pas, mais c'est des millions d'euros qui ont été gâchés uniquement pour un établissement scolaire, avec les manuels qu'il faut racheter juste après. Et dans le même temps, le numérique permet que l'ouvrage sur Spinoza arrive dans des universités en Afrique où il n'y a même pas de librairie. Donc si on voulait faire voyager ces ouvrages jusque dans des villes universitaires africaines, déjà ça coûterait beaucoup trop cher. Et de toute façon, il n'y a pas de librairie. Donc c'est quand même aussi la magie du numérique. Et après, on ne peut pas s'empêcher. Là, par exemple, il y a un énorme plan au Sénégal pour la formation, et c'est un plan 2050 qui est mis en place par le nouveau président. Mais donc il table beaucoup sur des manuels et tout en numérique. Ce sont au niveau du hardware, ce sont des téléphones qui ont été voilà, on a équipé en fait les scolaires de téléphones. Donc, mais ça veut dire que tout à coup, moi, quand j'ai appris ça, j'ai réalisé qu'il y a donc des générations, tous les gamins de l'âge du collège auront un smartphone, quoi. Donc pour le manuel, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, mais ça veut dire que tout à coup, ils ont accès aussi à Internet, aux réseaux sociaux en même temps, et je ne peux pas m'empêcher de me dire, le jour où il n'y a plus de je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi j'ai un avis qui est plus mitigé, parce que en fait, globalement, c'est toujours difficile de les opposer. En fait, nous, clairement, en France, les plantes numériques, on sait que ça ne fonctionne pas. On sait qu'un iPad, c'est fatigant visuellement, contrairement aux liseuses. On a quand même des études où maintenant, on est capable de dire, OK, ça marche, ça marche. Pour la diffusion, c'est assez génial. En fait, le fait de ne pas avoir à imprimer, le fait de pouvoir dématérialiser et du coup de pouvoir optimiser les flux de diffusion, c'est partir en vacances avec une tablette. Partir en vacances avec une liseuse, enfin bon, bref, comme vous voulez, mais c'est de se réveiller à 3h du matin et être capable de l'avoir là tout de suite maintenant sur sa liseuse ou sur son téléphone, parce que je suis passée de l'un à l'autre, mais c'est assez, je reconnais que c'est très agréable de cliquer dessus directement. Bref. Nous, le parti pris qu'on a sur le numérique, il est différent dans l'éducation, d'abord parce qu'on travaille avec des pays européens, et qu'en fait, on n'a pas les mêmes besoins dans les différents pays. Okay, nous, on a une richesse de l'offre pédagogique en France qui est extrêmement développée. On a plusieurs éditeurs qui travaillent sur le scolaire, on a un choix, on a des... Alors certes, souvent liés aux remises à jour des programmes, mais on a un suivi des mises à jour des contenus, on a des partenariats avec l'INA, la possibilité de scanner les nouveaux manuels. Enfin, en fait, il y a des choses qui sont mises en œuvre. Ce n'est pas équivalent dans tous les pays. Maintenant, le web est ouvert, la plupart du temps, en tout cas c'est le but. L'idée, c'est de donner accès à ces ressources-là de façon plus internationale, plus européenne en tout cas, et de pouvoir partager ces nouveaux modes de pédagogie. Et ça, on peut le faire parce que justement, on n'a pas le coût du print. C'est vraiment une économie qui est liée à la distribution en fait. Le second intérêt principal pour nous du numérique, c'est qu'on n'est pas limité à une forme terminée. Le numérique, en fait, on dématérialise la forme, mais on garde le contenu. Et on peut adapter ce contenu en fonction des besoins. Et on peut du lecteur final. aussi. On peut l'actualiser. Alors, la question de la version, c'est encore une chose derrière. Mais on peut en tout cas l'adapter. Si vous avez besoin d'avoir un texte parce que vous avez besoin de le lire en gros, en gras et en projeté sur un écran numérique, c'est possible. Si dans 10 ans, on lit tous sur des montres connectées, en fait, c'est possible aussi. Si on a besoin de le lire sur fond rose pâle, c'est possible. Si on a besoin de... En fait, on peut l'adapter beaucoup plus facilement. Quand l'association Valentin Huys demande des adaptations, elle demande les fichiers numériques, elle ne demande pas le papier. Donc en fait, il y a cette notion de pouvoir d'un seul coup optimiser le rendu. En fait, ça, c'est, en tout cas, nous, c'est ce sur quoi on travaille. En fait, de pouvoir vocaliser directement les textes
de gens qui ont du mal à accéder à l'écrit, le fait que les ordinateurs vocalisent automatiquement les textes, c'est canonissime. Et avec les nouvelles voies de synthèse qui sortent, non, mais c'est bluffant. Donc en fait ça, alors pas pour un marché qui est celui de l'audio, il pourrait y avoir une interprétation par un comédien, même si en vrai ça arrive. Pour la pédagogie, c'est canon. Je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais du coup... Je pense qu'on va devoir terminer la table ronde. Donc, si jamais certaines veulent poser des questions en privé, voilà. Il y a un pôle juste après, donc vraiment si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. C'est fait pour ça en fait aujourd'hui. On a fait cette table ronde justement pour les personnes qui se destinent aux maisons d'édition, qui veulent être auteurs ou autrices. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. Et encore merci d'être venus. Merci à tout le monde et merci à nos très chers intervenants.